1 km de long, donc c'est vraiment petit, quoi. Par contre, ça crée des zones de faiblesse et ça peut créer des phénomènes de cisaillement. C'est-à-dire qu'on casse à plusieurs endroits et du coup, pour équilibrer la pression, les plaques elles vont bouger en verticale l'une par rapport à l'autre. C'est le même mécanisme que les créations des massifs montagneux, quoi, ouais, à petite échelle. Alors, les cas pratiques, en 2006, je crois, 2006, il y a eu un tremblement de terre qui a été ressenti dans la région dijonnaise, en Suisse, et puis dans le nord des Alpes, dont l'origine, en fait, était une fracturation hydraulique à Berne, en Suisse. Si vous voulez, le fait qu'ils aient fracturé à un moment donné dans une zone qui est plus ou moins sensible quand même, puisque proche de massifs montagneux, ça n'a pas forcément les mêmes conséquences, et du coup ça a créé un séisme qui s'est ressenti jusqu'à Dijon. Donc ça c'est l'un des exemples qu'il nous donne. Pour illustrer aussi cette théorie, Jean-Robert nous explique aussi avec les mécanismes des barrages qui se font, si vous voulez, dans les montagnes, vous voyez, les barrages hydroélectriques, et le fait qu'on fasse une grosse réserve d'eau à un endroit donné. Lui explique que le remplissage et la vidange d'un barrage, si vous voulez, la vitesse de remplissage et de vidange, c'est quelque chose qui est très très surveillé, parce que si on modifie trop vite le poids de toute cette masse d'eau, ça a une conséquence sismique. Donc en fait, il faut s'imaginer que l'équilibre il se fait par rapport aux différentes pressions qu'on exerce sur la croûte, quoi. Voilà, donc moi j'avais pas notion forcément de cette conséquence-là. Quand on dit oui, ça crée des tremblements de terre, ça fait rire tout le monde, mais visiblement, le fait d'aller fracturer de la roche-mère, si vous voulez, à cette profondeur et de façon massive, puisque là la problématique c'est le fait de faire ça de façon massive, hein, de répéter les différents puits les uns à côté des autres, ça peut conditionner des réactions sismiques. Donc je vous disais, le risque majeur c'est à l'arrêt de la technique, parce qu'il y a un rééquilibrage de pression dans le sous-sol avec les différents compartiments. C'est une partie d'explication, si vous voulez, du fait qu'on ne récupère pas la totalité du liquide qu'on injecte. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas trop ce qui se passe, et la théorie, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est qu'en fait on a un rééquilibrage de pression avec des circulations de fluide dans le sous-sol pour rééquilibrer cette fameuse croûte. Voilà. Donc ça peut créer de la sismicité. Ça va pour tout le monde? Alors je suis désolé, là je peux pas, enfin je vous présente les risques de façon la plus neutre possible, illustrée avec le peu d'informations qu'on peut en avoir aujourd'hui. Après, là je peux pas faire la thèse et l'antithèse à ce niveau-là. L'antithèse, si vous voulez, c'est de dire que le discours du pétrolier, la technique est éprouvée, la technique est maîtrisée, la dangerosité n'est pas prouvée. Alors ça c'est la vérité, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on nous dit, vous pouvez affirmer tout ça, pas de problème, amenez-moi le lien de cause à effet sur un cas, et on remettra en cause la façon de faire. Mais c'est quasiment impossible aujourd'hui, faut être clair. Puisqu'on sait qu'on a des mécanismes qui, d'un point de vue sanitaire, peuvent avoir des conséquences à très long terme. Ça va être très difficile d'expliquer que la pathologie qu'on a découverte chez ce type de patient dans telle région, elle est liée à une activité industrielle différente qui était arrivée dans la région, quoi. Là, on est vraiment dans une problématique où aujourd'hui, c'est très difficile de prouver les choses, quoi. Alors, on a quand même des faits qui sont relativement flagrants, hein. Par exemple, des troupeaux de bêtes qui meurent suite à l'ingestion de liquide. Ils sont abreuvés dans une réserve d'eau à un endroit, et puis finalement, cette réserve d'eau a été polluée. Vous avez la moitié du cheptel qui meurt, quoi. Ça, c'est des choses qui arrivent. Après, c'est pas des choses qui arrivent à 100%, dans 100% des cas, mais on a des cas qui sont relatés. Alors, le cadre légal français. Alors, chez nous, on a plusieurs zones qui sont impactées, si vous voulez, par cette technique. Donc, je vous disais, en premier lieu, le bassin parisien. Ensuite, on a la région du sud-ouest. Et puis, on a un petit peu l'est, un petit peu le nord, et le nord des Alpes. Après, ici, c'est différent, la partie méditerranéenne, c'est un peu un autre contexte, quoi, pour le moment. Alors, il faut considérer trois types d'autorisation, si vous voulez. En premier lieu, on a des concessions.
Alors les concessions, c'est ce qui existe aujourd'hui pour le conventionnel. C'est une autorisation qui est délivrée pour de l'exploitation, avec une durée qui peut aller jusqu'à 40 ans. Donc l'État dit, par exemple, à telle compagnie, vous avez un gisement de pétrole à, je sais pas moi, sur telle commune, vous avez l'autorisation d'exploiter pendant 40 ans. Donc ça, c'est les fameux shadows qu'on peut voir partout. Donc aujourd'hui, les concessions, c'est uniquement du conventionnel. Ensuite, on a les permis de recherche. Alors les permis de recherche, c'est un cadre qui a été créé spécialement pour cette technique. C'est-à-dire, on délivre une autorisation de recherche, une autorisation d'exploration, qui va permettre à une entreprise, un pétrolier, d'explorer pendant 5 ans, renouvelable 2 fois, donc soit 15 ans au total, une zone, pour définir si oui ou non il y a de la ressource en matière première dans le sous-sol. Et puis ensuite, on a des permis d'exploration, donc le permis d'exploitation qui correspond en fait à une concession. C'est exploration, exploitation. C'est ça la différence. Chaque permis, donc autorisé pour le gaz ou pétrole de schiste, s'appelle un permis de recherche. Et ensuite, on a différentes demandes qui sont faites en permanence par les sociétés pétrolières à l'État. Et l'État délivre ou non les autorisations d'explorer. Donc permis de recherche, je vous disais, octroyé par le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Ça concerne la recherche de mines hydrocarbures liquides ou gazeux. Donc il n'y a pas de précision, pas de restriction. Et ensuite, autorisation de réaliser des forages de recherche et qui nécessite le dépôt, si vous voulez, d'une déclaration de travaux miniers en préfecture. Et ensuite, cette déclaration, si elle est acceptée, est transmise par la préfecture en mairie, qui doit en informer la population par affichage public. Alors là, c'est l'Île-de-France. C'est difficile de se repérer sur cette type de carte. Ça, c'est les cartes officielles de l'État, en fait, qui nous donnent les surfaces des permis autorisés, en fait, des permis délivrés. Donc vous avez, en existant en rouge, toutes les concessions, c'est-à-dire tous les endroits où on fait du pétrole conventionnel aujourd'hui. Alors je vous donne des points de repère parce que là c'est pas forcément simple. Donc là moi je suis dans ce département de Seine-et-Marne, n'est-ce pas, dans ce permis-là, crédit, permis de Château-Thierry. Vous avez en gros la commune de Meaux qui doit être par ici, Coulommiers, Château-Thierry c'est au nord-est ici de la zone. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, là en gros, à peu près ici, on a la limite entre le 77 et le 93, et là on a à peu près le 94. Ça, vous arrivez à peu près à voir ou pas? Ce que vous avez vu avant, ça c'est la carte qui est délivrée par l'État en fait, hein, avec la liste de tous les permis autorisés, tous les permis en demande, et les différentes phases des demandes. Donc, en rouge, toutes les concessions autorisées avec du conventionnel. En rose, c'est les demandes de conventionnel qui sont en cours d'instruction. Donc ça veut dire le renouvellement d'une concession ou la demande d'une nouvelle concession. Et ensuite, les 3 autres couleurs, jaune, vert clair et vert foncé, c'est les permis exclusifs de recherche, donc des permis qui à l'origine ont une destination uniquement de gaz et pétrole de schiste, avec une codification selon leur période, c'est-à-dire en jaune. C'est la demande a été acceptée, on est dans la phase de 0 à 5 ans d'exploration. En vert clair, on est dans la période de 5 à 10 ans, et en vert foncé, on est dans la période de 10 à 15 ans, puisque c'est renouvelable 2 fois pour une période de 5 années. D'accord ? Donc ça, c'est les permis accordés, les sites en cours de prospection. Donc vous voyez un peu la localisation. On en a pas mal, surtout en Île-de-France, en fait. Là, ça vous donne une vision globale de la France. En fait, c'est un document qui est une carte hyper précise, qui est zoomable à l'infini, quasiment. Donc quand vous la téléchargez, vous trouvez un document comme ça. Et lorsque vous voulez faire des recherches sur les différents permis, c'est compliqué parce que c'est codé avec... c'est pas des repères, si vous voulez, des coordonnées GPS, mais c'est des coordonnées qui correspondent
au système des navigateurs marins en fait. Donc il faut faire des conversions de coordonnées de points et autres pour se retrouver sur les bonnes communes. Enfin, c'est tout un sport en fait. Donc ça fait partie des demandes qui ont été faites par les mairies de dire nous on veut des choses précises avec la limite de commune, est-ce qu'on est impacté ou pas, où s'arrête la limite de permis, parce qu'au début personne ne comprenait rien. Moi je vous donne cet exemple du permis de Château-Thierry, donc, que je connais bien puisque je réside dans cette zone-là. Donc c'est un permis qui date du 4 septembre 2009. Donc qui visiblement a été autorisé le 4 septembre 2009. On a eu communication mairie en août 2010, donc via la préfecture pour affichage public. Alors, pour la petite anecdote, moi je suis dans un petit village de 4200 habitants. Ce qui était marqué sur le papier, c'est activité pétrolière prévue sur le lieu-dit La Petite Brosse, de tel à tel endroit, enfin, sur telle parcelle. Personne ne comprenait rien. Moi je suis allé là-bas, La Petite Brosse, je ne sais pas du tout où c'est. Sur le cadastre, c'est le nom du champ en fait. Et l'anecdote fait que la propriétaire du terrain me passe devant la mairie, regarde ce fameux papier, puis elle dit La Petite Brosse, c'est bizarre, c'est chez moi, quoi. Ça me paraît étrange. Donc c'est une agricultrice, elle rentre à la mairie, elle dit vous avez affiché ce papier, comment je fais pour avoir des informations? Madame, renseignez-vous auprès de la compagnie, on donne le numéro de la compagnie. Cette dame appelle la compagnie, lui dit j'ai vu que vous allez faire une activité pétrolière sur le lieu dit La Petite Brosse et il s'avère que je suis propriétaire de cet endroit. Ah oui madame, ne vous inquiétez pas, on va pas venir chez vous. Hein, c'est une prévision, on va pas faire ça chez vous, ne vous inquiétez pas. Si vraiment on devait venir faire une plateforme à cet endroit, on vous avertirait. L'affaire se tasse. Donc là on est en août 2010. En janvier 2011, décembre 2010 ou janvier 2011, ils reprennent contact avec cette dame. Donc là, c'est le scénario dont je vous expliquais tout à l'heure. Bonjour madame, on va venir donc prendre votre terrain à tel endroit pour faire une exploitation pétrolière, une activité pétrolière. Vous savez que vous n'êtes pas propriétaire du sous-sol, on vous propose une indemnisation forfaitaire pour la surface du terrain, puis l'indemnisation de perte de récolte tous les ans. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est d'utilité publique. Si vous n'êtes pas d'accord, on reviendra avec le préfet, on saisit et on ne vous paye pas. Donc oui, on est d'accord, tout le monde signe. 30-40 000 euros d'indemnité à la propriétaire et puis la perte de récolte tous les ans. Bref, tout se passe. La dame persuadée que de toute façon c'est une pompe de plus de pétrole conventionnel avec un trou vertical et on va chercher une poche en dessous. Bref. Puis janvier 2011, la grosse manifestation nationale, le bazar complet, enfin bref, et donc on se rend compte que cette fameuse plateforme qui était activité pétrolière sur le lieu dit La Petite Brosse, il s'avère que c'est une plateforme de pétrole de schiste. Et personne n'a rien vu venir, pour vous dire. Donc en creusant, en allant chercher dans les documents reçus en mairie, on a un mémoire technique qui explique tout ce qui va être fait. C'est jamais noté nulle part le côté non conventionnel de la chose. Et puis on a un chapitre 3, technique utilisée, vierge, avec la mention non renseignée dans ce type d'activité. Voilà. Et ce qui a un petit peu mis la puce à l'oreille à tout le monde, c'est les profondeurs qui allaient être atteintes à 2500-2700 mètres de cette exploitation. Voilà, donc ça vous donne, si vous voulez, un petit peu de façon anecdotique comment ça se passe un peu partout sur le territoire. La réaction de la population ensuite, effrayée, oui, cette propriétaire a loué sa terre au pétrolier, donc la personne coup de téléphone jour et nuit, insulte, enfin, vous imaginez le bazar. Bref, et cette pauvre femme, elle y est pour rien, puisqu'elle ne sait même pas pourquoi au départ on lui prenait son bout de terrain, quoi. Bref. Donc ensuite, le cadre légal a changé en 2011 suite à tout le mouvement citoyen que vous avez pu connaître et voir à la télévision. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure pour conduire à la loi du 13 juillet 2011 qui en fait met un coup d'arrêt officiel à la fracturation hydraulique en France. Alors ça c'est si vous voulez, la nouvelle internationale de l'époque, premier pays à dire non au gaz de schiste. Oh, incroyable, la France dit on ne fera pas cette technique en France. Ok, donc tout le monde est content, l'affaire se tasse. En réalité, donc, le texte comporte 4 articles. Donc un article qui explique effectivement qu'on ne fait pas de fracturation hydraulique en France, c'est interdit.
par le principe de précaution. Un autre article qui explique qu'on va créer une commission d'encadrement de la technique de fracturation hydraulique, avec le descriptif de la constitution de cette commission, sur 2 articles, et puis le dernier article qui dit que dans le cadre de recherche scientifique, encadré par la commission, on pourra faire de la fracturation hydraulique. Voilà, donc on est à une phase aujourd'hui où aucune fracturation officielle ne se fait, puisque c'est interdit sur le territoire, que la commission est en cours de formation, la commission de surveillance, l'encadrement est en cours de nomination et d'élaboration, et qu'ensuite, une fois que cette commission existe, il faudra juste donner des autorisations à tel ou tel endroit dans le cadre d'encadrement recherche scientifique pour pouvoir fracturer. Donc, il faut savoir quand même que cette technique a déjà été utilisée sur notre territoire avant l'interdiction, puisque moi, dans mon département, donc à 65-70 km d'ici, il a été procédé avant 2010 à 17 fracturations sur le territoire, sans que personne n'en sache rien. Donc dans ce fameux permis qui est octroyé par l'État, on a la liste des communes qui sont impactées par le permis, puisque le permis, ça détermine une zone géographique sur laquelle l'exploitant peut faire des forages où il a envie. Avec une clause quand même, alors qui s'explique d'un point de vue industriel et d'un point de vue commercial, hein, c'est de dire l'État autorise une compagnie à faire de l'exploration sur une zone, à condition que cette compagnie dépense au minimum une somme qui est notée dans le permis. Pourquoi? C'est très simple, c'est dans le but pur et simple de libre concurrence et d'éviter qu'un géant pétrolier fasse des demandes sur tout le territoire, obtienne toutes les autorisations et n'en fasse rien pendant 15 ou 20 ans, puisque éventuellement il n'aurait pas ni la possibilité d'investir sur ce territoire ou la non-volonté de le faire de suite, simplement pour bloquer les terrains aux concurrents. Donc ce qui est dit dans le texte, enfin dans l'autorisation, c'est que une somme doit être engagée à l'issue de cette autorisation d'exploration. Donc chez nous, c'est 1 600 000 € qui doit être dépensé sur la surface de ce permis. Donc en clair, quand on regarde de près les ratios que je vous ai dit tout à l'heure, c'est entre 2 et 3 millions de dollars un puits. Donc en gros, il faudrait qu'il y ait au moins un puits. Sur l'ensemble du territoire, ça fait à peu près 49 millions d'euros qui doivent être dépensés au regard des permis autorisés aujourd'hui. Alors à quoi ça ressemble en France, hein. Là, je vous montre une plateforme en cours de fabrication. Donc en clair, au départ, la zone elle est délimitée, elle est bornée. Ensuite, vous avez des engins de chantier qui arrivent et qui terrassent, qui vous poussent toute la terre cultivable tout autour de la plateforme, ça fait des monticules. Ensuite est déterminé l'endroit où on met la tête de puits. C'est nivelé, on met de la graffe ciment, on terrasse le tout, et puis ensuite on peut accueillir les machines. Et la zone centrale, elle est bétonnée pour permettre une assise stable et précise, surtout à l'appareil de forage. Donc ça c'est sur ma commune, donc le fameux lieu-dit de la Petite Brosse qui est le nom du champ, avec l'emplacement, l'emprise de la plateforme qui fait donc, je vous rappelle, 120 mètres sur 120 mètres. Et ça c'est le disque de la zone d'exploration. Donc là on a le schéma, hein, on fait la tête de puits, en dessous en étoile, sur des longueurs d'à peu près 2 km, on peut aller dans tous les sens pour fracturer, pour chercher dans tous les sens. Pour la petite anecdote, dans ce disque, il y a une forêt domaniale. Donc on peut imaginer qu'en fait, on peut aller forer sous la forêt domaniale. Voilà, c'est dans le cadre de l'autorisation. Voilà, ça donne pareil, hein, l'idée de la plateforme et puis de la zone qui est tout autour. Le fameux permis, donc par rapport à Paris et à la zone du bassin parisien. On a superposé une carte routière pour donner une idée un peu des communes qui sont impactées. Alors c'est au départ, si vous voulez, tout ce qui est collectif et les associations, c'est comme ça qu'elles ont travaillé, c'est qu'au départ, elles ont reporté les points en faisant les conversions sur des cartes routières pour se rendre compte de l'endroit qui était impacté et des communes en réalité, parce qu'on ne le savait pas au départ.
c'était pas stipulé dans les différentes autorisations. Donc la controverse française, donc ça c'est un peu l'histoire de ce qui s'est passé chez nous et pourquoi le mouvement citoyen en fait. Donc le point de départ c'est Gazland. Donc Gazland c'est un film qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Josh Fox, qui est un Américain résident en Pennsylvanie et qui a découvert chez lui cette fameuse industrie de l'exploration et d'exploitation du gaz de schiste, qui s'est dit je vais prendre ma caméra, je vais faire le tour et je vais faire un reportage sur ce sujet. Donc il a sorti son film et ça a fait un coup de théâtre monstrueux, c'est-à-dire que ça a réveillé tout le monde ce film. Il y a des images à l'intérieur qui faisaient tellement peur, de l'image mythique du monsieur qui ouvre son robinet et qui avec son briquet et qui en fait explose, voilà, laisse échapper une flamme énorme. Ça a réveillé tout le monde. Et ça a fait en janvier 2011 un raz-de-marée en France de soulèvement citoyen. Alors, à juste titre ou non, hein, si vous voulez, quand vous voyez les images au départ, soit vous les prenez pour argent comptant, soit on les prend en relativisant un minimum. En attendant, ça a quand même saisi tout le monde. Ça a fait créer, en fait, réveiller déjà en premier lieu des associations environnementales, évidemment, puisque c'était eux qui étaient précurseurs sur le sujet et qui ont détecté les choses. Et puis ensuite, un mouvement général, si vous voulez, de création de ce qu'on appelle des collectifs, donc des gens qui se rassemblent géographiquement sur le même endroit et qui veulent s'informer sur le sujet et passer l'information aux autres. Un certain nombre d'actions juridiques ont été entreprises par, au départ, les associations environnementales, donc des dépôts si vous voulez, de référés sur les tribunaux administratifs et autres pour dire nous on n'est pas d'accord avec ce qui se passe et on ne comprend pas que des autorisations aient été données comme ça sans que personne n'en ait été averti. Bon, tout est quasiment tombé à l'eau, en étant très honnête. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Ensuite, les élus locaux se sont emparés du sujet. Donc ça, c'est l'histoire si vous voulez, du premier semestre 2011 qui a fait naître la loi du 13 juillet 2011 qui a interdit la fracturation hydraulique. Donc les élus locaux ont saisi leurs conseils municipaux et ont fait voter tous symboliquement des motions pour dire nous on n'est pas d'accord pour que cette technique se fasse sur le territoire de la commune. C'est remonté au niveau des communautés de communes, c'est remonté au niveau des départements et des régions. Donc tout le monde, toutes les personnes en gros impactées par la technique ont eu ce type de réaction. C'est remonté dans les préfectures et là, ça a fait une prise de conscience dans les préfectures et au niveau de l'État, associée à diverses manifestations. C'est-à-dire que les gens se sont dit, on a le sentiment qu'on va aller à l'affrontement sur le terrain. Et là, les maires, en fait, ont saisi une préfecture en disant, écoutez, moi je ne comprends pas parce que j'ai un vrai soulèvement dans mon village ou dans ma ville, et moi je ne peux pas et je ne veux pas gérer de l'affrontement citoyen. D'où, derrière, la réaction de la création de la loi de juillet 2011, en fait. Donc les parlementaires ont déposé des propositions d'abrogation, donc d'un côté le PS en premier, ensuite l'UMP, puis les sénateurs se sont mobilisés, donc Nicole Bricq, qui est donc ministre aujourd'hui, qui a fait 15 jours au ministère de l'Environnement pour avoir essayé d'arrêter ça à peine arrivé à son siège. Bon bref, il y a eu diverses modifications, divers dépôts de textes et autres qui ont conduit à cette fameuse loi du 13 juillet. Alors pour la petite histoire, les autorisations de l'exploration de gaz et d'huile de schiste ont été signées en même temps que le Grenelle 2, par la même personne. Et un certain nombre d'assouplissements de lois en fait, ont été signés en même temps pour permettre, si vous voulez, de la souplesse et de l'aisance à cette technique en France. C'est-à-dire que lorsqu'on est porteur lorsqu'on était, puisque ça change, mais lorsqu'on était porteur d'une autorisation d'explorer du gaz et de l'huile de schiste en France, on n'avait pas besoin de faire d'enquête publique. Il fallait juste faire un affichage public d'avertissement à la population et ça s'arrêtait là. Tous les dossiers techniques des entreprises pétrolières ne pouvaient pas être saisis et consultés pendant une période de 20 ans après l'arrêt de la technique. Aucune responsabilité n'était retenue sur les conséquences environnementales liées à la technique. Enfin bon, c'était vraiment très laxiste, quoi.
Voilà, ça, ce positionnement-là, il existe dans tous les pays en fait qui ont connu l'arrivée de cette technique dans leur pays. Alors, l'impact financier, le lien de la finance avec la technique, pour vous donner une illustration, en Pologne, vous voyez la situation économique de la Pologne n'est pas celle de la France, et les pétroliers se sont dit, suite à ce qui se passait chez nous, on va faire différemment. Donc ils sont arrivés dans les différentes communes là-bas en disant au départ consultation avec le maire, explication à la population, analyse du terrain, qu'est-ce qui vous manque? Le maire, moi j'ai un problème, il manque un carrefour à tel endroit, j'ai ça qui va pas, tel truc. Financement, plateforme, quoi. Et ça, c'est la technique qui est utilisée partout maintenant en fait. C'est financement, intéressement financier. Donc le risque identifié en France aujourd'hui, la modification du code minier, risque de faire rentrer un intéressement du citoyen et des collectivités à l'activité pétrolière, et donc risque clairement d'améliorer l'acceptabilité sociale de la technique, puisque le problème clé aujourd'hui, c'est l'acceptabilité sociale de la technique. Tout ce qui va aller dans le sens de faire passer la chose aux citoyens permettra d'utiliser la technique de façon massive, et donc ça va régler le problème. Parce qu'il faut quand même savoir que utiliser cette technique avec parcimonie, de façon, on va dire, épisodique sur certains territoires, ça ne sert à rien, puisque c'est pas du tout rentable. Clairement, si on s'intéresse à une région et qu'on commence à exploiter, il faut exploiter de façon massive pour que ce soit rentable. Voilà, donc ça c'est le sous-entendu qui aujourd'hui n'est pas expliqué. Donc l'idée, enfin moi, les différentes pistes, c'est qu'aujourd'hui la modification du code minier peut ajouter cet intéressement financier et aux collectivités et aux citoyens. Donc le risque, c'est que ça favorise l'acceptabilité. Et puis ensuite, la fameuse 4e article de la loi de juillet 2011 qui autorise quand même la technique avec un encadrement scientifique permet d'aider aujourd'hui de définir des zones sur lesquelles on peut faire de la fracturation et la mettre en œuvre. Voilà. On n'est plus en juillet 2011, on est en 2013. Ouais, mais la loi, il ne s'est rien passé depuis? Non. Et les forages entrepris ont été stoppés? Oui. Oui. Alors, les forages entrepris. Pas les fracturations. Alors, les forages entrepris ont été stoppés au moment où il y a eu la fameuse, le mouvement citoyen début 2011. Et par contre, les endroits ne sont pas abandonnés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de plateformes qui sont gardées avec des entreprises de sécurité et des travaux qui sont effectués dessus, mais sans fracturation. Puisque, si vous voulez, à l'issue de la loi de juillet 2011, il a été demandé à tous les personnes qui ont eu l'autorisation d'explorer et qui ont eu un permis autorisé de refaire un mémoire technique en indiquant si oui ou non ils allaient utiliser la technique. Alors tout le monde a dit non, sauf une société dans le sud-ouest qui a dit clairement, bah, effectivement on va le faire puisque sinon ça n'a aucun intérêt, quoi. Et eux se sont vus retirer leur permis de suite. Ce sont les seuls qui ont été honnêtes alors? Alors, je ne peux pas vous dire si c'est honnête ou malhonnête. Maintenant, pour eux, est-ce que ça a un intérêt de pouvoir faire du forage conventionnel sur une zone sur laquelle, au départ, il n'y a pas de ressources conventionnelles? J'en sais rien. Ou est-ce qu'ils misent sur le temps et l'évolution technologique qui leur permettra peut-être de faire ça avec une technique alternative? Moi, c'est ce que j'ai envie d'imaginer aujourd'hui. Maintenant, clairement, je veux dire, les responsables pétroliers vous disent aujourd'hui que faire de l'exploration sans fracturation, c'est pas possible, ça sert à rien. Et les territoires qui sont utilisés aujourd'hui pour faire cette technique particulière sont les mêmes que des territoires qui ont été forés il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi j'ai 35 ans, à 3 km, 2 km 5 de l'endroit où il y a une plateforme aujourd'hui dans mon village. Moi je me souviens, il y a 20 ans, 25 ans, avoir vu un derrick avec un forage conventionnel, et la conclusion de l'époque c'était il y a plein de petites poches disséminées, c'est absolument pas rentable d'aller les chercher comme ça. Donc quand 20 ou 25 ans plus tard on vous dit on va explorer pour voir ce qu'il y a dans le sous-sol, on a quand même envie de penser qu'on sait exactement ce qu'il y a dans le sous-sol. Maintenant la sincérité du discours, je peux pas la juger, mais c'est quand même douteux, quoi.
moi j'en conclus que si aujourd'hui je vois des foreuses arriver sur des plateformes de destination de huile de schiste, donc non conventionnelle, c'est clairement que ça va être pour préparer du non conventionnel dans l'avenir, puisqu'on sait qu'en conventionnel il n'y a rien. Et que les travaux de carottage ont déjà été faits. Donc, et on n'a pas d'autres pistes à suivre pour d'autres techniques que celle-là utilisée. La recherche est en cours. Comme on disait, il y a des alternatives qui ont été conçues avec de la fracturation au gaz, mais qui pour l'instant est relativement instable. Bon, j'imagine que d'autres techniques vont naître, hein, mais aujourd'hui, clairement, celle qui est utilisée partout, c'est celle-là. Alors avec des améliorations, il faut être objectif, avec des améliorations techniques qui sont apportées, de réduction du nombre de produits utilisés. Ça, c'est l'un des vecteurs de R&D utilisés en ce moment, c'est de réduire au maximum les additifs chimiques qui sont mis dans les liquides de fracturation. Ça, c'est évident. Avec étant objectif, avec un discours, aujourd'hui, on utilise, on va dire, entre 15 et 25 additifs par fracturation, alors qu'on va pouvoir vous le présenter comme l'utilisation de plusieurs centaines. Ça, c'est faux, parce qu'en fait, les plusieurs centaines, c'est la totalité des produits qu'il est possible d'utiliser dans ces techniques. Maintenant, la réalité, c'est qu'on est à 15 ou 25 produits par technique, et que ça tend à diminuer. Bon, la recherche est en cours, et je vous disais, le vrai dilemme, c'est de savoir est-ce que, oui ou non, on investit massivement dans cette recherche. Avec, d'un côté, oui, on le fait, en position de l'Allemagne, on investit massivement dans cette recherche, et on reste compétitif dans le secteur, hein, avec toujours le même modèle économique, et la même matière première de pétrole et de gaz, hein, on est bien d'accord. Et peut-être que demain, on découvre la technique alternative qui fonctionne et on prend les marchés partout, ou on ne le fait pas en risquant de se faire phagocyter par le voisin. Ça, c'est le sujet phare en ce moment, quoi. Donc chez nous, on est frileux, on ne savait pas si... On ne pouvait pas politiquement, je veux dire, l'État ne peut pas dire on investit massivement dans la technique, sachant qu'il y a la révolte populaire contre cette technique. Par contre, l'alternative de dire on va faire de la fracturation en Algérie, c'est une alternative. Sauf qu'en réalité, c'est pas la France qui fera de la fracturation en Algérie, puisqu'il n'y a que des Américains qui savent le faire. Il faut être clair, quoi. Donc, en gros, on ne va pas utiliser les mêmes terrains d'expérimentation, mais c'est une pirouette, quoi. Et le gaz de Houille, c'est vrai que c'est prometteur. Non, là où il y avait les territoires, où il y avait les mines, dans le nord de la France, là. Ouais. Ça vous paraît farfelu? Bah, ça ne paraît pas forcément avec de moindres conséquences environnementales, parce que visiblement il y en a d'autres. Il paraît que c'est quand même moins dangereux que le gaz de schiste, hein. Mais que par contre les ressources seraient moins importantes. Ouais, ça c'est juste, mais peut-être que on va dire que la prévision est plus proche de la réalité dans le cas de la houille par rapport au gaz de schiste. Parce que je vous dis, sur le gaz et l'huile de schiste, on est sur un facteur de 10% de la réalité. Donc ça, par contre, je maîtrise moins ce sujet-là, je vais pouvoir vous répondre là-dessus, mais moi j'imagine... Oui, bien sûr, mais j'imagine qu'il y aura des alternatives à cette technique qui vont arriver, c'est évident, quoi. Même si aujourd'hui on travaille déjà le langage, si vous voulez, on n'appelle plus ça de la fracturation, mais de la stimulation. Vous voyez, on trouve des alternatives de langage pour faire passer la chose, quoi. Après, je pense que le vrai problème à poser, il est, garde-t-on cette politique-là, enfin je veux dire, garde-t-on ce modèle énergétique, auquel cas on va chercher la moindre ressource de matières premières qu'on utilise aujourd'hui comme clé de voûte de notre modèle, et dans ce cas-là, il faut aller dans ce sens-là, ou est-ce qu'on fait des alternatives? Voilà, c'est la vraie question, quoi. Donc nous, on a choisi au départ, dans notre association, de ne pas partir sur cette politique, on va dire, énergétique, d'orientation énergétique, mais de se concentrer uniquement sur la technique, parce que, si vous voulez, le premier sujet appelle le deuxième, et le deuxième, c'est un sujet qui devient éminemment politique et idéologique, donc ça change la donne complètement, quoi.
le sous-titre de l'exposé étant « Avenir ou désespoir », pour l'interrogation, vous êtes plus près du désespoir. Personnellement, oui. Maintenant, si demain vous avez une technique alternative qui vous permet d'aller chercher la matière première sans les conséquences, ça deviendra peut-être l'avenir. Oui, mais si on a bien suivi les conférences précédentes, l'avenir de ce côté-là, il est forcément bouché. Oui, d'accord. Tout dépend quels sont les objectifs qu'on se fixe. Si l'objectif il est à moyen terme ou à court terme et que c'est l'objectif de rentabilité, j'ai envie de dire qu'il faut continuer, quoi. Oui, mais court terme plus court terme, ça fait du mur. Ah, on est bien d'accord. Là, je vous rejoins. J'essaie de trouver un contre-argument à ce que vous venez de me dire, mais voilà, c'est sûr qu'à court terme, effectivement, on a de la ressource, on a le modèle économique, allons chercher la ressource, quoi. On est bien d'accord que l'appauvrissement de la ressource est là et que c'est un état de fait. Donc, pour l'anecdote, moi j'ai un mes collègues là qui est dans un collectif plutôt et qui nous a ramené un jour une pancarte en A3. C'est une copie d'écran d'un journal télévisé de 1977. Ça va vous faire froid dans le dos, mais c'est une copie donc d'un graphique qui a été présenté au JT de la première chaîne en 77. Qui indiquait l'utilisation de diverses ressources pétrolières, gazeuses. Et le graphique va jusqu'en 2030, je crois, ou 2040. Et à partir de 2010, vous avez gaz et huile de schiste qui commence de zéro et qui part avec une courbe à 45 degrés comme ça. Donc, vous voyez, quand moi je vois un truc comme ça, qui est à mon âge, et qu'on me dit aujourd'hui, on fait de l'exploration, ça fait quand même doucement rire, quoi. Parce qu'on n'explore rien du tout, on sait clairement ce qu'il y a dans le sous-sol. C'est juste un problème de dialogue et d'acceptabilité. Du point de vue législatif, si on se limite à des autorisations de recherche, mais si on sait bien que la recherche, elle n'est valable que si on le fait à grande échelle, ça se mord la queue. Enfin, alors en fait, l'autorisation de recherche... C'est juste du vocabulaire. C'est juste du vocabulaire. L'intérêt du permis de recherche, c'est la déduction fiscale. C'est uniquement ça, parce qu'en fait, derrière, vous pouvez extraire, vous pouvez exploiter pendant 5 ans et vous pouvez renouveler de période de 5 ans. Sachant que la durée de vie d'un puits non conventionnel comme ça, en moyenne, c'est 5 ans. Donc ça sert à rien de faire de l'exploitation, en fait. Vous voyez, simplement, vous êtes dans un cadre législatif spécifique qui vous permet, qui vous garantit d'explorer et de ne pas vous faire saisir un dossier, de ne pas avoir de responsabilité environnementale, voilà. C'est un cadre qui a été créé spécifiquement pour ça. Oui, pardon. Les États-Unis, me semble-t-il, mais vous allez nous le confirmer peut-être, disent qu'ils ont retrouvé une autonomie énergétique avec cette technique jusqu'en 2020. C'est vraiment très court. Enfin, ça paraît fou de... Oui, je pense que c'est de cet ordre-là. L'autonomie jusqu'en 2020, en fait. 7 ans. Moi, l'exemple que j'ai vu, je peux vous donner, c'est donc une compagnie que je nommerai pas, mais qu'on a visité là-bas en Pennsylvanie, qui a une autorisation sur un territoire relativement élevé, qui nous affirme avoir comme objectif 70 puits par an. 70 puits par an sur le permis autorisé. Ça veut dire qu'en gros, le rythme, c'est une équipe, voire 2 équipes de forage qui forent en permanence. Ils ont 15 jours de délai pour faire le forage. Ils passent la main à l'équipe de fracking qui arrive derrière, qui fracture. Échappement libre, couverture du puits, exploitation. On passe au suivant. Mais ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Donc je pense que c'est du court terme. Ça va s'arrêter parce que s'il n'y a plus de ça mais bien sûr. On est d'accord que là, on est dans une course effrénée pour augmenter en fait l'extraction à l'instant T. Parce que plus on en extrait, plus on fait baisser le tarif en fait. Mais au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Oui. On sait que c'est épuisable. De toute façon, c'est pas pérenne. Ça, c'est sûr. Ouais. Ah oui, je pense que votre échelle est bonne. Est-ce qu'il y a des études épidémiologiques qui sont en cours aux États-Unis? Parce que vous avez parlé de ces contraintes pour les médecins, de ces clauses. Mais quand même, malgré tout, oui. Oui, en fait, il y a différents médecins qui cherchent et qui s'intéressent au sujet. Il y a une liste de 370 cas à peu près de patients qui ont été exposés soit à des liquides de fracturation ou des échappements gazeux et autres avec les cas cliniques qu'ils ont décrits.
il y a des associations de médecins qui travaillent ensemble. On en est au stade de créer la base internationale, si vous voulez, de matières premières pour que les chercheurs travaillent ensemble, en fait, au niveau médical. Parce que le médecin qui va se positionner là-dessus prend des risques. Vous voyez, c'est pas le sujet, aujourd'hui, c'est pas le sujet en vogue de dire je travaille sur les impacts du gaz et de l'huile de schiste. Alors imaginez notre modèle, moi je vais prendre le modèle économique français, hein, et puis comment on finance la recherche en France. Si vous voulez avoir des fonds, il faut aussi montrer patte blanche, quoi. Donc, moi j'ai eu le directeur par exemple de la Société française de médecine et environnement via un ami qui est réanimateur. Il m'a dit moi je veux bien intervenir dans des conférences, mais clairement j'ai pas de matière première, quoi. Je connais le sujet, ok, mais je peux pas vraiment intervenir parce que j'ai pas de matière première. Donc c'est les gens qui se mobilisent d'un point de vue scientifique sur ce sujet-là sont pas très nombreux, quoi. Et sont victimes de pression derrière, quoi. C'est évident. Mais il n'y a pas la loi 13. Ah si. Non, aux États-Unis, mais pas chez nous. Non, mais chez nous, on n'a pas de cas à étudier, donc c'est beaucoup plus simple, quoi. Mais après, si vous voulez, pour vous donner l'exemple aussi des citoyens, on a vu donc un village, donc à Dimock, le village dans lequel est filmé Gazland. On est allé là-bas, je peux vous montrer, j'ai une vidéo d'une dizaine de minutes. On est tombé sur des gens qui nous disent bah voilà, moi j'ai plus d'eau potable depuis 4 ans. D'accord, donc vous faites comment? Bah écoutez, on a ce qu'ils appellent un buffalo, donc une énorme réserve d'eau qu'on met à côté de la maison avec un surpresseur. Vous avez tout le système d'alimentation de la maison qui est branché là-dessus. Et une fois par semaine, remplissage de la cuve. Alors on leur dit ok, mais pourquoi? Ah, mais c'est à cause du pétrole. D'accord, mais donc expliquez-nous, vous avez ça depuis 3 ans par exemple. Ok, qui a installé le pétrolier? D'accord. Vous avez comment vous allez chercher l'eau? Ah, dans des grosses citernes qu'en fait le pétrolier nous donne et moi je suis chargé d'alimenter la rue. Ok. Donc alors, c'est pas lié à la technique, c'est le pétrolier qui paye l'installation, c'est le pétrolier qui amène l'eau. Par contre, clause de confidentialité, durée déterminée, celui qui dit quelque chose contre la compagnie n'est plus livré en eau potable. C'est vite réglé, quoi. Après, vous avez des gens qui ont des maisons avec des évents qui ventilent les sous-sols des maisons. Voilà, c'est pareil, c'est hallucinant. Vous avez donc